Hier, c'était tout à fait surprenant, puisque j'ai essayé de montrer dans ce chapitre 2, 5 épisodes, 6 épisodes, oui c'est ça, puisqu'à chaque dimanche, il y a du cinéma. On est entré dans la deuxième partie qui est l'art et la vie, l'art qui vient interpeller le spectateur, qui vient le bousculer. Et donc, on a vu que l'art était totalement politique tout le temps, finalement, avec les- l'art mexicain et l'art qu'on appellerait engagé. Alors, je vais commencer par ne pas me faire d'amis en prenant un exemple simple d'art de propagande, ce qu'on fait analyser souvent aux enfants au lycée d'ailleurs, et qui est un vrai sujet intéressant, là, les images de propagande, voilà, pour qu'ils essayent de se positionner sur comment une image a un premier degré ou un second degré et comment on peut l'analyser. Par contre, il arrive souvent, on en a abordé un peu un morceau déjà, que l'art de propagande soit peu intéressant visuellement et qu'il soit traité par les profs d'histoire géo plutôt comme une information. Mais que ce pas intéressant et le rapport que ces images de diffusion ont à la culture populaire, au cinéma, à la télévision, à la publicité, ben, ils ne soient pas analysés visuellement, en fait, que l'histoire de l'art ne s'intéresse pas à ces sujets. Et donc, les peintures, ce 13 de Mayo de Goya, qui est cité souvent, le pendant, ça c'est l'esquisse de Manet de 1867, puisqu'il apprend qu'au Mexique, Maximilien a été assassiné. Et donc, ça le choque beaucoup, puisque ce sont des républicains qui ont assassiné l'ancien Autrichien. Et donc, il en fait une peinture qui n'est pas du meilleur Manet. Alors, il est cité souvent plutôt du côté de l'histoire et peut regarder par son art, parce que finalement, l'ambiguïté que nous pose l'art politique, c'est que bah, si les intentions sont bonnes, dénoncer la violence, et le tableau de 13 de Mayo est un vrai chef-d'œuvre, il faut reconnaître le jeu de zoom, sur, de lumière sur cet innocent, les bras levés tout blanc, et l'ombre sur le sol des soldats qui font qu'une seule masse en fait. Qu'on retrouve un peu ici dans l'intention première de cette esquisse de Manet, puisque son tableau ne pourra jamais être exposé. Il le fait vraiment un an après la vraie exécution. Voilà, donc l'art politique, c'est aussi beaucoup, peu regardé, parce qu'il n'est pas toujours intéressant visuellement, et beaucoup montré comme un symbole. Voilà, les symboles, les intentions et l'art, c'est un rapport qu'il va falloir examiner de près. Ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est comment, alors qu'on devine que ce sont les États-Unis qui vont prendre la main sur l'art de l'après-guerre, comment, pendant les années 40 et encore pendant les années 50, la France, l'Europe va essayer d'être le centre du monde de l'art. Et je me disais, je ne vais pas me faire d'amis parce que bah, finalement, ça, c'est un chef-d'œuvre, 37, Picasso, Guernica. Un clin d'œil avec quelque chose que j'ai beaucoup dit, c'est que si les images que fabrique Picasso et ce tableau géant, on en voit la dimension avec les gens qui le portent ici, et c'est dès 1937, s'il est en noir, blanc et gris, c'est parce que ce sont des images qu'il trouve dans le photojournalisme, dans la presse. Encore une transition entre la culture populaire et l'art dit des musées, et qui joue un peu de cette transparence d'éléments qui sont en arrière-plan, en noir, avec des choses qui surgissent devant. Là où je ne vais pas me faire d'amis, c'est que c'est souvent cité entre 44 et 46, juste au sortir de la guerre, au moment où les communistes vont rallier tous les intellectuels et où on voyait que les Américains vont avoir un enjeu très fort de lutter artistiquement, culturellement sur le sujet. On montre souvent ce charnier de Picasso comme un beau tableau et je trouve que c'est vraiment pas le plus passionnant. Il n'est pas fini. Alors, et effectivement, si on prend le sujet, c'est bien des enjeux compliqués de l'histoire de l'art à propos de la politique, c'est que ce sont des gens qui sont morts sous une table, comme un charnier de massacre. Mais finalement, la façon dont les formes circulent, la façon dont les éléments se démantibulent les uns par rapport aux autres, donne presque l'impression d'une superposition qu'on n'avait pas ici, avec des surgissements qui sont liés aux éclats, pointes, rondeurs, aux grandes obliques qui composent l'ensemble de l'image, puis à la déformation. Là, la déformation devient presque anecdotique. Alors, c'est un sujet qui est compliqué en fait pour les profs d'histoire de l'art parce que comme l'intention est bonne, bah, dire qu'on ne peut pas, que c'est pas si intéressant que ça, c'est tout à fait ennuyeux. Même chose avec
Alors, ce guerre épais que fait Picasso dans les années 50, et puis la nuit, qui est plutôt montré. Parce que le rapport de Picasso à l'engagement politique est quand même tout à fait ambigu. C'est un sujet tabou, même dans les biographies de Picasso, puisqu'il est euh, à Paris pendant l'occupation, ami des communistes, mais pas seulement, rejeté par les communistes quand il fait une petite tête de Staline avec un air de gamin. Voilà, le Picasso politique serait un sujet merveilleux à développer. Même en 73, quand on montre ce massacre en Corée comme dénonciation politique, je vous avoue que c'est pas le Picasso le plus passionnant, ni peintre, ni compositeur, ni dessinateur. D'ailleurs, la déformation, le jeu de déformation, Picasso a fait des choses merveilleuses de déformation, de douleur à la période de Ramar, de simplification qu'il fera même après dans ses séries de céramique et de simplification des personnages. Voilà, la bonne intention morale empêche quelquefois de faire des images qui soient fortes. On a l'occasion, on le verra dimanche prochain, de voir Picasso à l'œuvre dans le mystère Clouseau et de voir comment il hésite, reprend, repart sur la même image et comment sans doute ici ce qui s'est passé aussi c'est ça. Alors que on sait que Guernica c'est une œuvre de longue haleine dont on peut retrouver, faites-le, c'est absolument génial, dont on peut retrouver les étapes de réalisation. Alors, cet art qui est politique, ça m'intéresse de vous le montrer parce que finalement, si on va vite sur la politique en Europe, les années 30 à Paris, les années 40 à Paris, voilà, et ce sont des cartes postales qui vont faire circuler ces images pendant longtemps, dont vous vous souvenez sans doute que j'ai passé l'extrait de Moebius qui disait que pour les Français, l'après-guerre, l'Amérique, c'est aussi une façon de ne pas regarder ça. Voilà. Et mon sujet, finalement, c'est que les images fortes de cette guerre, de cette occupation, voilà, un titre de livre et une image qui est d'une puissance invraisemblable de Laurent Joly. Comment peut-on avoir fait des choses comme ça, puisque vous connaissez la citation assez complexe finalement de Adorno qui dira après la Shoah, il est impossible de continuer à créer. Et c'est une citation qui veut dire que c'est le silence qui va primer et que sans doute il ne faut pas regarder ou avoir des difficultés à regarder, ce qui est un enjeu qui va marquer bien évidemment l'art en Europe après la guerre. J'en profite aussi pour redire, parce que je l'avais juste abordé, que ce film de Alain Resnais est une merveille, mais surtout que le texte de Jean Quérol, qu'on trouve au milieu nu, c'est un petit texte, c'est un merveilleux narrateur, et que je l'avais dit vite fait, mais ce film, Nuit et brouillard, a été interdit pendant longtemps à cause de cette seule image. Une image peut entraîner une guerre, une image peut empêcher une guerre, à chercher à faire Renoir. C'est à cause du gendarme à gauche, c'est-à-dire que d'ailleurs le gendarme français ne devrait pas, pendant longtemps, il ne sera pas dans l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on mettra la faute sur l'Allemagne directement. Le petit sous-titre, le petit chapeau que montre cette histoire passionnante mondiale de la France de Boucheron, voilà, sur le Veldiv et Drancy. La persécution des Juifs de France est une affaire française mise en œuvre par le gouvernement de Vichy, leur extermination, une affaire allemande et européenne. Voilà une simple distinction sur le rapport qu'a la France à l'étranger. Et au fait que cette image-là, pendant longtemps, là je suis à Hiroshima juste après le bombardement, beaucoup d'artistes vont être marqués par cet effacement, en fait. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de la peinture abstraite. On pourrait penser qu'elle est loin du politique, mais elle vient après cette destruction de notre humanité parce qu'on a été capable de faire des choses absolument horribles et cette destruction physique, visuelle du paysage, comme on le voit ici, mais visuelle aussi parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on a du mal à regarder. Alors, ça paraît curieux, je m'appuie sur donc, cette histoire mondiale de la France, ce sont des petits articles courts de 4-5 pages. Ce qui est curieux et que rappelle l'équipe qui travaille avec Boucheron, parce que tous les articles sont évidemment pas de lui, c'est que dans ces années 40, on découvre la grotte de Lascaux en France. Et donc, on a l'idée que l'origine de l'art, et Malraux n'est pas loin, il a écrit en 1933 La condition humaine, et il est devenu un intellectuel important, une sorte de phare de la pensée qui représente l'Europe. Parce que je vous disais que son livre est rempli de personnages étrangers, ils viennent d'un peu partout. L'intellectuel engagé depuis Zola et Sartre après lui, on va y venir bientôt,
vont marquer la conscience européenne et le monde entier. Et donc Lascaux, ça a l'air d'un détail, mais s'il apparaît dans certains livres d'histoire de l'art de la Nérie d'Agen que après le 19e siècle, le préhistorique, c'est tout simplement qu'on ne le découvre qu'en 1940. C'est une invention récente, il n'y avait pas de préhistoire avant. Et autre événement au sortir de la guerre, comment construire une image de soi-même, en fait, sur autre chose, un festival de Cannes très tôt, qui va, le sous-titre du livre est merveilleux, c'est le Yalta du cinéma, c'est-à-dire on va répartir par nation, on n'était pas obligé finalement de présenter le festival par pays, c'est ce qu'on va faire directement. Alors, en France, on appelle ça l'école de Paris, c'est-à-dire pendant la guerre notamment, l'école de Paris dit qui est un de ses représentants, et qui est cité dans cette merveilleuse travail de d'Orléac, qui est une femme qui a beaucoup travaillé sur la guerre des années 30 aux années 50. L'école de Paris, la première, celle de Soutine, celle de Fujita, qui dit, c'est une sorte de légende qui nous fait du bien aussi, de dire on accueille les étrangers, on est le lieu, le creuset où tout va se construire, ce qui n'est pas toujours vrai. La tradition française d'Imanessier, qui en fait partie, pour nous, c'était l'accueil. Et donc l'exposition qui est dans les années en 41, peinture de tradition française, qui est un titre tout à fait ambigu, qui montre des peintures comme celle de Bazaine, qui pendant longtemps d'ailleurs, vous voyez, même une peinture abstraite peut être engagée politiquement. Elle est très bleu, blanc, rouge, hein, c'est vraiment assumé longtemps. Une peinture qui est parfois gestuelle, qui est très posée, très empâtée. Ce titre, pour nous, dit Manessier, voulait signifier que la tradition française, c'était l'esthétique rejetée par le nazisme, c'est-à-dire la figuration un peu gnangnan. Nous voulions lutter, nous voulions faire partie d'une résistance intellectuelle, et vous comprenez que le terme est ambigu et demanderait des océans de blabla. Ce que je veux dire par là, c'est que la peinture, même quand elle est abstraite, elle a un contexte politique dans lequel elle apparaît. Donc l'exposition des jeunes peintres, qui commencent à avoir un petit âge quand même, mais Bazaine, Manessier qu'on va voir là, ce que dit Manessier, l'expression tradition française ne m'a pas choqué. On est revenu sur la question dans cette histoire parallèle, merveilleuse histoire, je vais y venir bientôt, j'arrive dans les années 60 bientôt, restez là, édité par le Centre Pompidou. Ça ne m'a pas choqué, on était dans l'occupation, il s'agissait d'un titre un peu provoquant, tradition française. On pouvait le prendre autrement, la tradition française, c'était les rameaux qui se rattachant à Cézanne, rattachaient la France au fauvisme et au cubisme. Là, il y a une piste sur le fait que ce ne sont pas parce que les Américains seulement sont les rois des médias et des stars qu'ils vont gagner, c'est aussi le poids de cette histoire, hein, de cette filiation complète que les Américains ne vont pas avoir. Et cette idée de se rattacher à quelque chose de loin qui va sans doute plomber un peu cet art, à part la diffusion aussi. Mais longtemps, cet art va être soutenu en France pendant qu'on ne verra pas arriver. Pour rappel, c'est en 64 que la bascule officiellement se fait vers la peinture américaine. Une peinture qui est très belle d'ailleurs, hein, qui joue des sous-couches, des jus. Bon, là, on est sur un Bazaine aquarellé. Vous voyez, on a un papier qui est découpé. Il y a des petites couches superposées. C'est une façon très belle de faire l'abstraction, très, très douce. Si vous allez à Bourges, il y a un musée Estève qui fait des choses merveilleuses que je vais vous montrer tout de suite. Dernier petit mot de Bazaine, toujours dans le livre d'Orléac, la peinture de tradition française, c'est le mot français d'une part qui voulait dire que la tradition française existait, et en même temps le mot tradition qui servait à ce que les Allemands ne se méfient pas trop, et la formule est redoutable. Je me souviens assez bien du vernissage, sont arrivés deux officiers allemands qui se sont avancés jusqu'au milieu de la galerie, ils ont jeté un coup d'œil et se sont regardés, ont tourné les talons, c'est tout. C'était l'époque où les Allemands voulaient encore être gentils. Très grande complication pour les historiens, on n'est pas des moralistes de savoir comment il faut faire, il faut creuser. Il faut connaître le contexte historique pour regarder même une peinture comme celle-là. Dans cette école de Paris, nouvelle école de Paris, la première c'est donc, on va dire, Soutine, Fujita, Modigliani. La seconde c'est celle de 41, 43 qui est très belle. On a Bissière également qui fait ce genre de peinture, lui aussi avec un jeu de transparence, de surface. On est dans l'abstraction complète, on a basculé. Voyage au bout de la nuit, vous voyez le clin d'œil à l'auteur du dit, avec des sortes de surfaces noires qui viennent masquer les clartés jaunes de la sous-couche. On a une toile très claire, blanc, rouge, des taches de rouge, une sorte de fond actif, mais qui est géométrisé par des traits.
et sur lequel des masses de noir viennent créer des masques. Si je résume cette peinture des années 40 que je vais vous montrer et que j'aimerais vous faire aimer et découvrir, c'est une peinture du masque, de la disparition et de l'empêchement. On a toujours quelque chose qui empêche de regarder, qui empêche d'avancer le regard jusqu'au bout et qui fouille en fait. Et c'est là où elle correspond bien à l'époque qu'il a vu naître. Voilà, Manessier avec ses grands effets d'effacement. Vous regardez, si on compare avec notre chapitre d'hier, il s'agit pour les peintres mexicains d'être clairs, justement, d'être très lisibles. Et là, on est dans l'inverse. Encore Bazaine, avec quelque chose qui vous fera penser à des gens qu'on va voir un peu plus tard. Et voilà le STF dont je parlais, qui fait une peinture qui est très belle, très colorée, très, très libre, beaucoup d'aquarelles, et pas qu'au musée de Bourges. L'occasion de découvrir, oui, dès les années 50, ils continueront à être toujours célébrés, la pique. Et puis, sur cette peinture de l'empêchement et de la disparition, vous allez découvrir des noms que vous connaissez sans doute, qui ont été très, très célèbres. Talcott, qui a oscillé entre la figuration et la disparition de la forme. Là, on a un passant, une toile de presque rien, qui a l'air de partir au loin. Et vous remarquez, on est en 56 ici, comment les peintures de Talcott sont aussi, on pourrait faire un clin d'œil rapide à Lascaux, hein, avec le presque rien qui disparaît sur la paroi, le signe aussi, c'est une façon de signaler qu'une trace d'un passant s'est presque disparue et qu'un petit signal suffit à s'en souvenir. On a une peinture qui joue beaucoup avec soit des jus, soit des superpositions de couleurs, soit du frottis avec du sec sur du sec, avec des outils en fait. Là. Une peinture qui va utiliser beaucoup d'outils très différents, qui va fabriquer ses propres outils pour pousser encore loin cet effet de disparition et qui va donc s'intéresser beaucoup aux matériaux. Et c'est ce qui fait que cette peinture est difficile à montrer en petits slides comme ça, puisque les matériaux, le bois, le métal, le tissu, on va le voir avec Bury à la fin, sont des constituantes de cette école de Paris. On va le voir sur quelque chose d'autre et je vais faire un petit détour par la philosophie. C'est pas long et c'est pas douloureux. Un petit PowerPoint rapidement. Le monde se réveille du cauchemar de 45. Voilà, désespoir de constater que le pire a eu lieu. Le monde occidental en 49 va se séparer en deux camps. La guerre froide s'installe pour longtemps. Je remonte un petit peu chez Giacometti qui avait, vous vous en souvenez sans doute, fait des objets surréalistes, mais aussi des objets qui jouaient déjà de cette impossibilité, des objets dont le matériau ne correspond pas à ce que l'on croit, des objets de suspension, ça c'est encore la période qu'on appelle surréaliste, il va se fâcher, tout le monde se fâche avec Breton, c'est assez facile. Voilà un objet qui est suspendu, ce qui n'est pas la logique de la sculpture habituellement, et avec une boule qui est presque fendue par une demi-lune banane derrière, des objets qu'il appelle difficiles à regarder, c'est-à-dire c'est presque comme si vous l'aviez dans l'œil et que ça vous gêne. Giacometti, dans ce jeu d'impossibilité, vous voyez, on a une forme qui vient presque comme le doigt de Dieu face au Christ dans le Michel-Ange de la Sixtine. On est presque sur l'électricité qui va se faire, et puis ça ne se fait pas tout à fait. Ce jeu d'empêchement était déjà dans les années 30 dans ses recherches, dans le fait de fabriquer une case qui abrite l'objet et le personnage, et puis dans l'image de Giacometti lui-même que fixe Cartier-Bresson, dans ces personnages qui perdent leur forme, qui à force d'être gommés, grattés, que ce soit ses peintures, ses dessins, ou que ce soit ses sculptures qui s'abîment. Giacometti lui-même continue ce travail de destruction après les années 30 et jusque dans les années 50. Sa première forme qui marche, c'est 32. Il reprend cette thématique jusqu'en 47. Et c'est là où sa renommée est importante. Il dira d'ailleurs, c'est cette photo qui fait penser, il va faire à un moment donné des sculptures qui rentrent dans des boîtes d'allumettes. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais on est dans la même thématique que ce que je vous raconte là. S'il fait ça, et cette image-là de Cartier-Bresson est brillante pour l'évoquer, finalement, elle était toute faite dans l'histoire de Giacometti, c'est que une femme le quitte et il en est triste. Et l'image de cette femme toute petite de l'autre côté du trottoir, c'est la dernière image qu'il a. Et c'est pour ça qu'il fait cette petite sculpture dans une boîte d'allumettes. Tout le travail de Giacometti est autant, je pourrais le dire de cette façon-là, il gomme autant qu'il dessine. Un coup de crayon, deux coups de gomme.
le visage de Giacometti lui-même est une sorte d'effacement. Les artistes qui vont être autour de ça, Giacometti reste du côté de la figuration, et vous voyez qu'on a les deux pendants figuratifs, dessinés, ressemblants. Lisez le dernier modèle ou le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est une peinture qui se reprend, qui recommence et qui n'en finit pas. On la retrouve dans la littérature du même moment. Là, le portrait de Genet, le talent consiste à donner un chant à ce qui était muet. Comment jouer de ces personnes qui n'ont pas la parole. Voilà, Journal d'un voleur de Genet, 49, même chose. Le seul mot contient l'idée de faisceau et les feux sont le résultat d'une disposition de surface. Voilà, les arêtes vives qui font qu'il y a des choses molles, il y a des choses tendues et que c'est à l'intérieur de ça que va se créer le moment de la littérature. Et puis toujours dans ce journal d'un voleur, parce que Jean Genet va fasciner, il est fascinant d'ailleurs, c'est tout à fait simple, Sartre, mais aussi Fassbinder plus tard. La solitude ne m'est pas donnée, je la gagne, je suis conduit vers elle par un souci de beauté, je veux m'y définir, délimiter mes contours, sortir de la confusion, m'ordonner, ce qui n'est pas tout à fait le programme d'un voleur normalement. Et si vous regardez bien cette phrase, c'est la solitude qui va le définir et lui donner des contours. Voilà, c'est une sorte d'antiphrase qui fait que d'avance, cette quête sera difficile. On a de cette même période un homme brillant et beau, Beckett, dont je prends quelques phrases pour jouer encore cette question de l'empêchement. On est un peu plus tard, en 57, sur fin de partie. À quoi je sers? Et l'autre comédien dit à me donner la réplique, alors qu'il est censé être le personnage. Et toujours dans fin de partie, quelle heure est-il? La même que d'habitude. C'est ce qu'on attend du comédien, ce qu'on attend du personnage n'est pas exactement ce qui va arriver. Et le merveilleux film de Beckett, puisqu'il en fait un seul, si vous avez l'occasion, cherchez-le, qui est dedans et qui prononce la seule phrase de ce film, puisque ce film est complètement muet, une seule personne prononce une phrase, Buster Keaton. Fin de partie, on n'est pas en train de signifier quelque chose, nous signifier, ha ha ha, elle est bonne. On n'est pas là pour signifier, on n'a même pas la possibilité de le faire. Il s'agit, je crois, de quelque chose qui est de l'ordre de l'impossibilité, mais de regarder qu'est-ce que c'est qu'essayer, en fait, qu'est-ce que c'est que faire, ce qui est le sujet commun à Beckett et à Giacometti. Le beau jour que ça aurait été encore un, malgré tout, et jusqu'ici. On pourrait passer encore du Beckett. Je en veux venir à Bram van Velde, qui, le voici avec Beckett, qui va peindre. On a l'impression, et c'est Beckett qui écrit ça de Van Velde en 1945, impossible de mettre de l'ordre dans l'élémentaire. On le montre, on la montre ou on ne la montre pas. Voilà, Van Velde, il a un frère dont la peinture est intéressante également. La peinture le peintre est celui qui ne peut se servir des mots. Sa seule issue, c'est d'être visionnaire. C'est-à-dire, ce que le peintre montre, c'est quelque chose qui ne peut pas se dire. Ou, si je reprends sa formule en essayant de la comprendre d'une autre façon, c'est parce que le peintre ne peut pas dire qu'il peint. Et ce qui est intéressant dans la peinture de Van Velde, c'est qu'on a l'impression de fenêtres qui viennent de l'univers du Matisse tardif, des papiers découpés, des cadres dans des cadres, ou des formes assez molles qui pourraient inspirer notre Gorky de l'autre côté de l'eau aux États-Unis. Non, ce qui est intéressant chez Bram van Velde, c'est toujours ces recouvrements. Il y a toujours des éléments qui viennent masquer d'autres. Le jaune orangé vient masquer un bleu qui n'est pas tout à fait prêt. Certains morceaux dégoulinent les uns sur les autres et font comme des espèces de rideaux. La peinture reste incompréhensible. Il vaut mieux pas savoir, dit Van Velde. Et pourtant, sa peinture, vous voyez, on voit les rayures qui étaient en dessous. Il y a un jus de rose et puis une forme blanche qui est à la fois très tonique et qui en même temps est trop transparente pour recouvrir complètement. On a des effets de superposition qui fait que dans une peinture de Bram van Velde, que ce soit à l'aquarelle, que ce soit dans des estampes ou que ce soit sur sa peinture elle-même, c'est une merveille. Il a été exposé à Beaubourg plusieurs fois. Au Musée d'Art moderne, il y en a quelques-uns. C'est une peinture de la transparence dans le sens où l'œil passe son temps à aller et venir. On peut beaucoup rester sur des peintures de Bram van Velde.
une peinture qui pourrait être prise avec les citations que je vous donne pour quelque chose de triste et qui, en même temps, est plutôt du côté de la saudade, c'est-à-dire une espèce de mélancolie qui fait rêver, qui fait qu'on a l'impression qu'il pourrait y avoir des personnages de Picasso qui sortiraient, une tête ici, un profil, et c'est surtout une beauté de couleurs et de jeu d'organisation de la surface. On a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que ces toiles toutes petites pourraient être immenses, ou que ces toiles immenses pourraient être toutes petites. Il y a quelque chose qui implique le spectateur. Il y a quelque chose de vivant dans l'attitude qu'on attend du spectateur, dans le fait qu'on n'arrive pas à savoir comment c'est fait. Et je ferai un clin d'œil à celui qui m'a fait connaître cette peinture, qui est le grand peintre Pavamani qui vécut à Corbeil. Si vous avez l'occasion de voir ses peintures et ses dessins notamment, on pourrait penser que c'est loin de ça, mais c'est lui qui m'avait poussé à lire les textes sur Bram van Velde. Sur l'inspiration, qu'est-ce que dit Van Velde? Quelque chose à naître, je ne sais pas ce que c'est, je ne pars jamais d'un savoir, il n'y a pas de savoir possible. Même chose encore. On pourrait presque voir des silhouettes. Je n'ai pas de dents spéciales systématiques contre Picasso, mais on dirait les compositions de Picasso mieux peintes. Je trouve que Picasso est un grand dessinateur et il n'a pas la délicatesse de couleur qu'on voit là. Ça devient toujours très criard, c'est une sorte de remplissage parce que son dessin est le plus fort. Picasso est un extraordinaire dessinateur. Et voyez, ce jeu de travail, je peins des gouaches quand je ne suis pas assez fort pour aborder une toile. Tout le travail de Bram van Velde peut être vu comme un pendant symétrique de celui de Giacometti. L'artiste n'a pas de rôle, il est absent. C'est pas drôle. Voilà, on a des choses qui sont très transparentes, très belles, très puissantes de couleurs, c'est incroyable. On ne sait pas ce qu'on doit voir, on ne sait pas ce qui est devant. Et même quand il n'y a rien au milieu, on ne sait pas par quel bout il faut commencer à regarder. Qu'est-ce qui est. C'est une sorte d'écrasement, il n'y a pas de profondeur. Il y a juste, vous voyez, on n'a pas des choses qui viennent très fort devant et très fort derrière. La planéité est assumée, mais dans les coulures, dans les éléments de rosé qui sont recouverts d'un noir un peu liquide et ce même noir qui va devenir beaucoup plus puissant, beaucoup plus droit et en même temps ici beaucoup plus frotté à sec. Dans toutes ces variations, il y a dans la planéité des surfaces qui se superposent. Ça ne creuse pas profond, mais ça creuse intérieurement en fait. La toile, une action, une aventure. La toile, une action, on pourrait y voir du Pollock. Cette impossibilité, elle va se retrouver. Alors, mon coach philo Agnès Chen me demande tout le temps, est-ce que vous pourriez résumer Heidegger, s'il vous plaît, en une phrase, avec le risque, on n'en finirait pas. Qu'est-ce que c'est les objets devant nous? Les objets devant nous, si je prends un exemple le plus simple possible, si j'ai une feuille d'arbre, voilà, ou si j'ai un livre, voilà, ça c'est un livre, je l'appelle livre. Mais si je prends ce livre, je l'appelle livre aussi. Lequel est un livre? Vous vous doutez que notre conception est surtout occidentale. D'ailleurs, les orientaux ne pensent pas comme ça. Ils ont fait de chacun de ces objets le mot livre. Si je corne mon livre, est-ce qu'il s'appelle encore livre? Si je prends une feuille d'arbre, je l'appelle feuille, et une autre feuille d'arbre, et une autre feuille d'arbre, et une autre feuille d'arbre. Ce que le mot feuille va recouvrir, c'est l'être. C'est-à-dire toutes les petites existences de toutes ces petites feuilles d'un arbre. Non seulement il y a plein de feuilles sur un arbre, et on l'appelle feuille, ou feuillage, mais en plus, chacune de ces feuilles, si on les regardait tous les jours, elle changerait de couleur. Vous vous doutez que le langage a un peu de mal, il ne peut pas rendre compte, et Heidegger emploie le mot qui est traduit comme ça en France, par étang. Les états de toutes ces feuilles sont les étangs. Et donc, ce qui intéresse Heidegger, c'est le rapport, et je viens de résumer Agnès, entre toutes ces déclinaisons dans le temps d'un objet et son être général. Tu vas me dire, c'est fastoche, te débrouille-toi. Moi, je l'illustrerai avec la peinture d'un autre qui vient des années 30, italien, et qui va recouvrir les années 50, Morandi, qui toute sa vie va faire des natures mortes avec des objets. Toute sa vie, la même chose, cadrage petit, beaucoup de matière blanche, et toujours ce retour de la même chose, qu'on pourrait voir comme une espèce de vanité, comme
une impossibilité à la Camus, qui est de la même période dont je parlerai demain, sur l'impossibilité d'arriver à quelque chose, de monter comme Sisyphe et de recommencer, une sorte de lourdeur qui va avec le drame de cette époque, mais aussi avec le fait qu'il soit athée, qu'il n'y ait pas de croyance en une solution après. Mais on peut aussi le voir, je trouve, moi, c'est mon caractère optimiste, comme un éternel recommencement de la peinture, c'est-à-dire peindre, c'est toujours reprendre la pâte, et il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs, on peut, dans la façon de poser la couleur, dans la façon de la tartiner, d'agiter son pinceau, de beurrer la surface, de la griffer, dans la façon d'être plus fluide. Une même couleur, regardez, on a très peu de nuances en fait à l'intérieur. Quand on est peu dans la couleur, et ben, la nuance oblige le spectateur à regarder plus loin encore et à creuser. Le pendant, Heidegger fait partie de la phénoménologie qu'avait inventé Husserl et dont je parlerai un chouïa demain, revenez Agnès et sa sœur. Son pendant en France, il s'appelle Merleau-Ponty. On a de la chance, il est beaucoup plus facile à lire. Et si on devait commencer, on pourrait prendre L'œil et l'esprit, ça serait le mieux. Ça serait le mieux. Et puis, il y en a un petit sur la peinture. On en a aussi sur l'institution, la passivité, c'est-à-dire comment on perçoit les choses. Ce que dit dans L'œil et l'esprit Merleau-Ponty, il suffit que je vois quelque chose pour savoir la rejoindre et l'atteindre, même si je ne sais pas comment cela se fait dans la machine nerveuse. Pour comprendre, il faut... le peintre apporte son corps, dit Valérie, voilà, je reprends dans l'ordre, comment un esprit pourrait peindre, mais aussi quand je vois quelque chose, comment mon corps a un rapport avec ce que je perçois. Toutes ces questions de ce qui est empêché viennent de cette invisibilité qu'a créé l'espace politique. Quelque chose s'est cassé en Europe. Il ne va pas se passer la même chose aux États-Unis, vous le comprenez. Mais le point commun entre toutes ces personnes-là, c'est le travail sur la matérialité de la peinture. Chez Nicolas de Stel, je vais faire un petit détour. Voilà. Précieuse matière du petit pan de mur jaune, disait Proust. Et ce que dit Merleau-Ponty dans La prose du monde, si la peinture classique utilisait une matière discrète, c'est-à-dire on ne voit pas bien comment c'est peint, on n'a pas besoin de s'approcher pour regarder. Et si vous vous en souvenez, celui qui invente les arts plastiques, c'est quand Picasso colle une vraie corde autour de sa nature morte à la chaise cannée. Et donc on est obligé, spectateur, de s'approcher pour regarder, ah ben c'est une vraie corde, c'est pas une copie. Là, on doit continuellement faire l'aller-retour entre ce qui est représenté et comment c'est représenté. Le rapport de la matière vivante et notre relation au monde, c'est pour ça que je parle d'art politique, le spectateur est continuellement questionné. Et ce que dit Merleau-Ponty, c'est que les objets de la peinture moderne saignent dans nos yeux de leur substance, c'est-à-dire ils viennent nous chercher. Avec et après l'impressionnisme, la transparence de la peinture laisse la place au foisonnement de la pâte, à la densité de la matière. La couche devient relief, la couleur, le sujet même de la peinture. Il ne s'agit pas seulement de peindre abstrait pour laisser tomber le sujet. Voilà, ce qui est important, et l'expression est assez belle, c'est l'être physique du tableau. Voilà pourquoi, par correspondance et par zoom, c'est assez difficile. Alors, je vais vous montrer des exemples de cette peinture européenne qui cherche à la fois la matérialité, Hartung qui était exposé il n'y a pas très longtemps au Musée d'Art moderne, et à la fois presque un signe, puisque c'est la matérialité, c'est la façon dont ici un coup de pinceau, par-dessus des coups de craie, un coup de couleur, et par-dessus une rayure. Donc on est à la fois dans la matière, comment ça a été fait, qu'est-ce qui s'est mis devant et qu'est-ce qui s'est mis derrière, et à la fois dans le signe, c'est-à-dire la présence du corps de celui qui l'a fait. Il s'est énervé, il a fait des grands coups de zing, 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 là des scrunch, 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 et là des voilà, presque rien. Il a laissé tel que. Ces effets chez Hartung sont passionnants parce qu'ils sont en même temps ajoutés et là sur une toile noire du retiré. Il a ôté la matière comme Giacometti s'était amusé à la retirer. Évidemment que cette façon de percevoir où l'objet devient différent de ce qui est autour de lui, c'est très oriental en fait. C'est-à-dire on n'est pas un corps et puis il y a ce qui est autour, c'est le corps et ce qui est autour en interrelation. Qui est, je vous le rappelle, ce qui m'intéressait dans la façon de basculer l'histoire de l'art comme un lieu de relation plutôt qu'un lieu de création d'œuvres seulement. Comment le spectateur, le faiseur, l'œuvre, le spectateur,
le commanditaire, le spectateur, comment cette relation va se faire. On le retrouve chez Soulages, qui peint des figures noires très tôt, hein, et qui s'inspire justement de ce travail de l'Orient, mais aussi, il le dit, de Goudron qu'il voit apparaître et dont la matière lui plaît énormément, des reflets de Goudron, des vrais. J'aurais dit du mal de Picasso, je vais en dire un chouïa de Soulages. Effectivement, je trouve qu'il y a une sorte de répétition énorme de Soulages et de jeu avec la matière qui devient un effet, mais ceux du départ sont extraordinairement beaux. On les voit, il faut visiter absolument le musée de Rodez, dont l'architecture elle-même est très belle. C'est vrai que donc qu'à demi, un enjeu et un personnage merveilleux, à la fois bel homme, vie romantique, dont on ne comprend pas encore que quelqu'un n'ait pas fait un nanar au cinéma, Nicolas de Stel, entré dans la matière, ressentiment en 47. Voilà. Nicolas de Stel ne voudra jamais choisir entre abstraction et figuration, ce qui va être à un moment donné l'enjeu de toute cette critique d'histoire de l'art, dont on se rend compte avec presque 100 ans d'écart que ces questions d'abstrait figuratif étaient vaines et que ce n'était pas tout à fait le sujet. Cette envie de la critique, après cette idée d'école française, de parler d'art informel, de tachisme, de voilà, toutes ces catégories qui fait que le public se perd, était une façon d'attirer l'attention sur quelque chose de neuf. Et j'aime bien cette image de Stel parce qu'on y voit que la matière du cadre elle-même, c'est-à-dire un petit encadrement or doublé d'un tour d'espèce de toile de lin doublé d'un cadre encore. On en voit pas mal au musée de Troyes, au musée de Dijon, des Beaux de Stel. J'ai mis cette petite image d'une mosaïque en vrai parce que ce qui intéresse de Stel dans ses compositions, c'est justement cet effet non seulement de sous-couche, mais aussi d'écartement, de séparation entre les choses qui fait que la question de la figuration et de l'abstraction n'est pas la sienne. Ça s'appelle Les Feuilles Mortes ici. Ici, le célèbre L'Étoile, qui est à Beaubourg, dont le haut a l'air beaucoup plus vide, mais ce n'est qu'une apparence, tellement les couches superposées se sont multipliées et se sont rejointes. Là, on voit la taille de la toile qui est très basse, et donc le corps de celui qui regarde va être impliqué. Vos yeux sont à cette hauteur-là, tout le monde, hein, même les tout petits qui seraient là. Votre œil va scruter des morceaux, se promener dedans, et le rapport physique à la toile va être une façon d'impliquer et de rendre l'art vivant de cette façon-là aussi. La fin du travail de Stel, je n'oppose pas la peinture abstraite à la peinture figurative. Une peinture devrait être abstraite et figurative. Abstraite en tant que mur, on la regarde de près, figurative en tant que représentation d'un espace. Lisez Stéphane Lambert, très passionnant auteur sur le de Stel. Celui qui me servait de fond d'écran, c'est la peinture, c'est la sculpture de Zekeli, le merveilleux petit clin d'œil évrien à la Dame du Lac, puisque c'est lui qui l'a faite, cette espèce de chips gigantesque d'escalade. Mais Zekeli, c'est d'abord un travail sur les matériaux les plus bruts possibles pour faire cette espèce de signe, personnage, bonhomme, simplifié avec presque rien. Et c'est le spectateur qui va inventer ce que ça représente. On retrouve ça chez Germaine Richier, qui était élève de Bourdelle, le Héraclès qui n'avait pas de corde à son arc, et dont elle va, par le creux des vides, voilà, les œuvres sont pleines et complètes, elle étire la terre, elle la superpose, elle la malaxe. Il faut que la matière, et elle va fabriquer des scarifications, des fragments, du tenaillage, de l'amputage. Voilà, il faut travailler la matière, la détruire, et pour quelque chose d'aussi fort et opaque que la matière lourde de la sculpture, c'est quand même important. Voilà, ce qui caractérise une sculpture, c'est la manière dont on renonce à la forme solide et pleine. Voilà, c'est les trous, les perforations, c'est encore par le moins qu'on peut dire l'espace du dedans, ce qui peut exister. Et voilà ce qu'elle ajoute. On ne peut nier que l'expression humaine fait partie du drame de notre époque. Germaine Richier qui joue de cette lourdeur par rapport à cette légèreté. Des beaux Germaine Richier avec les deux stèles au musée d'Antibes, vous avez qu'à aller vous balader. Vieira da Silva, cette peintre dont on connaît pour une fois plus la femme que le mari, qui pourtant Arpad Cesnes a fait des merveilles de peinture. Musée à Lisbonne, peinture des bibliothèques, peinture favorite
de Malraux, mais aussi peinture de l'empêchement, de l'impossibilité de trouver un morceau et de se fixer dessus, de l'immensité du labyrinthe, qui fait qu'on a l'impression d'être sur des villes vues du dessus, des villes en profondeur, des bibliothèques. Le Bram van Vel que je vous citais, et puis celui dont Mathieu dira, il a tout transformé, il n'est pas forcément le plus connu. Voilà. Dans son exposition, Georges Mathieu en 1947 dira c'est un événement considérable, Vols a tout pulvérisé, après lui tout est à refaire. Un Allemand qui, c'est amusant, dont le père était quelqu'un d'important en Allemagne pendant Weimar et a été portraituré dans ce tableau de Gross. Voilà, Vols, c'est la trace, le frottement, le creusement, mais c'est celui qui le commence le plus tôt. Voilà, des aquarelles, des milliers d'aquarelles. Il va mourir assez jeune, comme un journal de bord. Et Hoffman dit des milliers d'aquarelles qui sont un voyage vers un entre-monde où l'imaginaire et le réel ne cessent d'être contradictoires. C'est des peintures qui sont difficiles à regarder, mais dans lesquelles on est complètement fasciné par toutes ces traces et qui obligent à entrer dans un autre monde que le nôtre. Je fais un clin d'œil à Michaud, dont j'adore la littérature et la peinture, et puis pour finir et s'emmener vers demain, dont on verra par la peinture américaine que cette entrée dans des mondes intérieurs qui implique le spectateur est une façon de nous faire entrer, sortir de notre monde, voilà, dans l'espace du dedans, mais un espace du dedans dans lequel notre propre corps doit interagir, dit Merleau-Ponty. Le parti pris des choses de Ponge, si vous avez l'occasion, ça c'est un chef-d'œuvre, c'est tout, 42. Voilà, qu'est-ce qu'une orange? Une orange, c'est comme une éponge. Il y a une aspiration à reprendre contenance après avoir subi l'épreuve de l'expression, mais où l'éponge réussit toujours, on l'a pu, on en repart. L'orange, jamais, car ses cellules ont éclaté, ses tissus sont déchirés, tandis que l'écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité. Un liquide d'ambre s'est répandu, accompagné de rafraîchissements, de parfums suaves, certes, mais souvent aussi de la conscience amère d'une expulsion prématurée de pépins. Voilà la poésie qui est comme de la prose, qui est sur du presque rien, un morceau de pain, un cajot, une orange, des objets de rien du tout dont Ponge va sortir des choses merveilleuses d'esprit. C'est facile à lire, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est court, c'est très visuel et ça nous emmène fortement sur un décalage de ce qu'on voit. Le dernier à citer, c'est Fautrier qui va travailler avec du blanc de Meudon à plat sur ce qu'il va appeler les otages, qui est bien un sujet politique, hein, des couches superposées de matière les unes sur les autres, qui fait presque disparaître le motif. Ça s'appelle otage, mais ça pourrait disparaître complètement. Une matière très forte sur laquelle il ne reste plus qu'un petit signal. On aurait pu mettre avec Dubuffet, mais je consacrerai un temps à Dubuffet parce qu'il va apporter quelque chose d'encore plus important dans cette brutalité. Et pour finir, la transition que je verrai vers l'Amérique de Rothko, c'est celle d'Alberto Burri, c'est-à-dire des sacs, des vrais sacs posés, sur lesquels la peinture va venir soit servir de dessous, soit quelquefois colorer, soit rapiécer. Voilà, l'œil lui-même cherche des paysages, invente des paysages dans cet ensemble. Tapies en Espagne, beaucoup de peintres ensuite vont adorer cette peinture, voilà, puisque la couture elle-même fait comme un dessin. Et de cette passé, de ce futur qui a l'air rapiécé, ils vont fabriquer un nouveau paysage du dedans, moins dramatique que ce qu'on en dit, il me semble, très créatif, très vivant, et qui respire beaucoup. À demain.